Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonjour. Je voudrais simplement répéter que c'est difficile de prendre la parole après le lancement du fonds d'investissement de l'entrepreneuriat agricole, le fonds ABC, mais nous avons notre première séance interactive et la première partie de cette interactive, si vous ne voulez pas interagir, eh bien veuillez s'il vous plaît sortir de la salle parce que nous essayons, nous dans la salle, d'avoir donc une séance interactive. Le sujet de cette séance, c'est les chaînes de valeur de l'entrepreneuriat agricole. Attention aux écarts d'égalité, genre et nutrition. Vous venez d'avoir le lancement des fonds ABC et les questions clés mentionnées par les fonds ABC, c'est d'étudier les chaînes de valeur. Alors c'est vraiment une bonne séance juste après le lancement des fonds ABC parce qu'une des premières choses qu'on veut faire, c'est s'assurer que les investissements de façon générale dans les chaînes de valeur de l'entrepreneuriat agricole n'oublient pas des questions donc de genre ou de nutrition. J'espère que nous reviendrons sur ces questions. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Donald Brown, je suis le vice-président adjoint du FIDA, responsable du département de la gestion des programmes. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être votre modérateur pour cette question importante. Bien sûr, il y a la malnutrition pose des défis très variés. Nous avons besoin d'un investissement dans les chaînes de valeur. Mais la malnutrition reste encore quasiment omniprésent. Et nous devons vraiment étudier et saisir les occasions, les innovations dans ces chaînes de valeur de l'entrepreneuriat agricole pour nous concentrer sur le rôle des secteurs publics et privés pour combler cet écart et améliorer la nutrition et l'alimentation. Cette séance, nous aurons quelques conférenciers, puis un débat entre experts qui sera suivi d'une séance interactive avec le public. Et je vous promets que nous essaierons d'être aussi interactifs que possible et nous conclurons avec une petite vidéo. Alors, les conférenciers seront Monsieur Ekoputro Sanjojo, ministre des Villages, du Développement des régions défavorisées et de la transmigration du gouvernement de l'Indonésie. Et avant d'inviter le ministre à la tribune, je voudrais rapidement vous le présenter. Donc la loi sur les villages en Indonésie et son fonds parrainé par ce ministère est un des plus gros programmes au niveau mondial, probablement dans ce sens. Il s'agit de 40 milliards de dollars dans ce programme pour 75 000 villages dans toute l'Indonésie et 50% de la population indonésienne est touchée, plus de 100 millions de personnes. Le FIDA a appuyé le gouvernement indonésien pour appliquer cette législation pour les villages en assurant donc l'inclusion de tous dans ce fonds pour les villages. La deuxième phase de ce partenariat sera appliquée cette année. L'investissement dans le FIDA en Indonésie est le plus grand investissement au niveau mondial pour ce qui est du financement et de l'aide fournie. Alors, souhaitons la bienvenue à Monsieur le ministre Sanjojo, ministre des villages, du développement des régions défavorisées et de la transmigration. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Le ministre est diplômé en ingénierie électrique, MBA, et il a travaillé au secteur privé et dans le secteur public avant d'assumer son poste de ministre. Et puisque vous allez prendre la parole, Monsieur le ministre, nous aurons une vidéo en arrière-plan qui vous donnera le contexte visuel sur les commentaires que fera le ministre sur ce programme. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Brown. Monsieur Brown, Mesdames, Messieurs, tout pays en développement a un problème donc sur la question de pauvreté. La pauvreté est à la base des problèmes
de stabilité politique, d'éducation, égalité entre les sexes, radicalisation et même conflit. La plupart des pauvres vivent dans les zones rurales, on nous l'a dit, dans des villages dont les infrastructures sont de très mauvaise qualité, ou même pire. En Indonésie, 82% des gens dans les villages dépendent pour leur survie de l'agriculture. Lorsque nous voulons parler de l'agriculture et de la promouvoir, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir les terres agricoles, de leur vendre des semences, des engrais, des tracteurs. Non. Maintenant, nous devons nous assurer qu'ils ont assez d'infrastructures de base dont ils ont besoin, des routes, l'accès à l'eau pour l'agriculture, donc les mécanismes pour la surface, parce que la plupart des programmes gouvernementaux n'ont pas fonctionné de par le passé, parce que nous n'étions pas assez présents sur le terrain. Il faut aussi améliorer les chaînes de valeur et l'accès au marché. Mais le problème, c'est de savoir comment décider quelle est la bonne infrastructure dont a besoin chaque village. En Indonésie, nous avons donc 75 000 villages qui se retrouvent sur 17 000 îles. Donc vous voyez, chaque village est unique de par le passé. Comme le modèle opérationnel du gouvernement était très général, eh bien, mais maintenant le programme du gouvernement est appliqué donc pour les villages. C'est pour cela qu'en 2014, plusieurs millions de roupies ont été donc investis en Indonésie, mais depuis que l'Indonésie est devenue indépendante, nous avons encore 20 000 villages qui sont très pauvres. Et nous avons encore plus de 7 millions de personnes qui vivent dessous du seuil de pauvreté. Nous avons encore 37% des gens qui souffrent de retard de croissance. Le problème du retard de croissance, c'est que ils n'ont pas de développement du cerveau comme il convient, ils ne peuvent pas aller à l'école et dans 15 ans, donc, ils ne seront plus capables d'assumer leur rôle d'adulte. Alors nous avons une politique de fonds pour le village jusqu'en 2014. Il y a eu plus de 5 000 villages en Indonésie et qui n'ont jamais eu des fonds gouvernementaux depuis que l'Indonésie est devenue indépendante, parce que c'était donné au niveau provincial, historique, et ils ne distribuaient pas les fonds du gouvernement central dans les villages. Alors avec ce modèle, 72% du fonds total est distribué à tous les villages. Et c'est garanti que chaque village doit avoir des fonds du gouvernement central. Et puis, 25% est ajouté dans les villages d'après le nombre de la population, la zone, et l'ampleur de la zone et les difficultés géographiques. Les 2% sont ajoutés. Tous les... Et donc, c'est jusqu'à présent 5 milliards de dollars. Chaque village doit avoir ses fonds de développement. Donc, 700 million rupees, like 50,000. Et donc, nous avons plusieurs millions de dollars, jusqu'à 2 milliards de roupies. 2 milliards de roupies, c'est 3 milliards de dollars. Et donc, pour ce fonds, pour les villages. Mais le fonds
Ce fonds n'a pas résolu automatiquement les problèmes. 60% des chefs de village donc ne sont allés qu'à l'école élémentaire. Ils ne savent pas comment utiliser les fonds. Alors le lancement du premier programme de fonds, ça a été un désastre à cause de la corruption. Ils dépensaient l'argent n'importe comment. Alors il a fallu avoir un engagement politique très fort pour traiter de ce problème. Notre président est convaincu que toute croissance économique, et nous en avons une bonne, nous avons un PIB qui a dépensé 3 trillions de dollars l'année dernière, donc toute croissance économique doit être suivie par une réduction de la pauvreté dans le pays, une réduction de la malnutrition, parce que sinon il peut y avoir des problèmes sociaux qui rendent impossible la croissance économique. Voilà pourquoi la clé de succès de ce fonds de village, c'est qu'on a donné un système aux chefs de village sur comment utiliser et traiter de cela. Donc en 2016, nous leur avons fourni 40 000 assistants de village pour les distribuer dans tous les villages de l'Indonésie. Nous avons travaillé avec des centaines d'universités en Indonésie. 75 000 étudiants tous les ans viennent pour aider le village pour gérer ce fonds pour les villages. Vous voyez d'après le graphique dans la première année l'utilisation du village 82%. Mais l'année suivante, après les avoir aidés, l'utilisation est passée de 82% à 97% et l'année suivante est passée à 98% et 99% l'année dernière. Mais ce qui nous a stupéfiés ces dernières années, c'est que les villages ont pu construire des infrastructures, ce qui n'avait jamais été le cas. Ils ont réussi à construire environ 200 000 kilomètres de routes, de dessertes dans les villages. Nous avons aussi des ponts, nous avons des marchés de village, des cliniques, des écoles, des appontages et puis finalement le développement des infrastructures. En plus, nous avons donc les infrastructures nécessaires pour améliorer donc cela. Vous ne pouvez pas s'attendre à ceux qui fassent grandir leur village s'ils n'ont pas de qualité, s'ils n'ont pas d'eau, de toilettes, d'hygiène, de cliniques, de centres de santé. Et ensuite, nous avons donc ce qui était indispensable pour faire grandir la croissance économique dans le village. Et en plus du fonds pour les villages, notre gouvernement a fourni un programme donc de pôles dans les villages. Souvent, le village était pauvre parce qu'il n'avait pratiqué pas des économies d'échelle. Pour l'agriculture, lorsque vous parlez d'agriculture, il faut que ce soit vraiment intégré parce que c'est impossible d'avoir des bonnes infrastructures dans un secteur donné. Je pense que le programme agricole ne peut pas être durable à ce moment-là. Et le problème, c'est que le gouvernement n'a pas assez de ressources pour conserver toutes ces infrastructures. C'est pour cela que nous devons inclure le secteur privé pour investir dans ces infrastructures en leur donnant des engagements, des encouragements pour qu'ils investissent dans les villages. Et l'impact des villages, une fois que l'infrastructure est inclue dans ces villages, avec ce modèle, de par le passé, au cours des 4 dernières années, nous avons vu la réduction des pauvres en Indonésie, qui était à un niveau très élevé. C'est la première fois dans l'histoire de l'Indonésie que la pauvreté donc commencé et l'année dernière nous avons commencé, c'était 9,8%, à la fin de l'année c'était de nouveau passé à 9,66%. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réduction des pauvres dans les villages qui à l'heure actuelle se fait plus rapidement par rapport à la réduction des pauvres dans les zones rurales. L'année dernière nous avons réussi à réduire le nombre de pauvres de 1,82%, 580
millions des zones urbaines et 1,2 million des villages. Et maintenant, il est vrai que le nombre de pauvres dans les villages est beaucoup plus important que dans les zones urbaines, mais nous pouvons gérer cela dans les 7 années à venir. Nous espérons que le nombre de pauvres dans les villages sera moins que dans les zones urbaines. Et puis, nous avons réussi à réduire aussi le retard de croissance. Nous avons vraiment des mécanismes pour des centres de maternité, des cliniques, de l'eau potable, et avec d'autres programmes dans d'autres ministères, nous a permis de réduire le retard de croissance de 37,2% en 2013 à 30,8% en 2018. C'est une des réductions de retard de croissance le plus important sur cette période de 5 ans. 30,8% c'est encore élevé, mais si nous gardons ce rythme, eh bien dans moins de 10 ans, nous serons libérés du retard de croissance. Et nous pouvons voir l'amélioration des revenus par habitant dans les villages. Donc avant c'était 14 pour ces villages, donc 460 000. Et l'année dernière, nous étions passés à 804 000, donc ce qui veut dire qu'il y a quasiment 50% d'amélioration des revenus par habitant en 4 ans. Si nous gardons ce rythme dans les quelques années à venir, eh bien, nous aurons 2 millions de roupies dans les villages, et il y aura à ce moment-là beaucoup de... les villages auront 300 millions de roupies par rapport au PIB. Dans les 5 années, le village contribuera à hauteur de 1,3 milliard au PIB de l'Indonésie, ce qui est plus que le PIB de l'Indonésie actuelle. Et enfin et surtout, une minute, si vous me le permettez, vous devez avoir le bon modèle. Vous devez définir qui est la partie prenante dans ce modèle. Parce que si vous ne définissez pas quelle est cette partie prenante, vous ne saurez pas où vous en êtes. Et puis lorsque vous la définissez, vous devez créer un modèle qui reprenne les intérêts communs aux parties prenantes. Et finalement, celui qui le fera, c'est la bureaucratie du gouvernement. Le problème avec la bureaucratie gouvernementale, c'est leur objectif, leur processus et leur paradigme. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maîtrises ou des doctorats au gouvernement, mais en gestion, en direction et en comptabilité, ils sont assez faibles et donc il faut vraiment les envoyer à l'école pour qu'ils apprennent la comptabilité, comment diriger des gens, etc. et la commercialisation. Ce modèle, me semble-t-il, au départ posait problème. Maintenant, nous appuyons tous ce modèle parce qu'on peut dire que ce problème a été très utile, ainsi que l'approbation du modèle est à hauteur de 85%. C'est le plus élevé dans tous les ministères. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de ces informations sur l'Indonésie, et merci beaucoup de l'excellente collaboration de votre gouvernement avec le FIDA. Vous avez donc lancé quelques idées pour nous, et ce que j'ai retiré de ce que vous nous avez dit, c'est l'importance du gouvernement pour fournir la bonne source d'infrastructures de base, mais aussi le bon environnement politique pour le secteur privé. Comme vous l'avez dit vous-même, le gouvernement, il y a un point au-delà duquel le gouvernement ne peut pas aller. On a besoin du secteur privé à ce moment-là pour qu'il investisse et fournisse des qualifications et des infrastructures fondamentales dont vous nous avez parlé. Eh bien, avançons et maintenant passons à la discussion du panel. Je vais inviter les membres du panel à bien vouloir se joindre à moi à la tribune et je vous les présenterai. Tout d'abord,
Je voudrais vous présenter Katrina Eriksson, directrice développement de projet de partenariat Tetra Laval Food for Development en Suède. Donc c'est un partenariat public-privé dans le secteur du développement des chaînes de valeur de l'alimentation et de la nutrition, en plus du processus dans le développement des organisations. Madame Eriksson fait partie du comité FAO au gouvernement suédois depuis 2015 et représente Tetra Laval dans le mécanisme du secteur privé au comité de la sécurité alimentaire mondiale. Deuxièmement, nous souhaitons la bienvenue à Ismahan Elwafi, directrice générale, Centre international pour l'agriculture biosaline. L'ICBA Ismahan a reçu beaucoup de diplômes internationaux et ainsi qu'une médaille nationale de Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc. Et en 2014, donc, elle était parmi les 20 femmes les plus influentes dans les matières scientifiques dans le monde islamique. Je tiens aussi à appeler Jessica Fanzo, notre troisième conférencier, qui est maître de conférence à Bloomberg, politique, éthique agricole et nutritionnelle mondiale. L'école Bloomberg de santé et à l'université Johns Hopkins. Elle est comme présidente du rapport mondial sur la nutrition des Nations Unies. Alors, vraiment, je voudrais commencer avec des instructions pour rappeler les principaux points. Et puis, nous vous demanderons à tous quels sont vos points de vue sur deux questions qui, en montant votre pancarte. Ensuite, nous aurons la discussion et puis nous aurons des questions-réponses après une vidéo. Alors, ce que je veux vraiment vous demander, c'est étudier les défis et opportunités, les innovations dans les investissements dans la chaîne de valeur et donc de l'entrepreneuriat pour contribuer donc et prendre attention aux écarts d'égalité genre et nutrition. Alors, quelques commentaires pour commencer. En dépit des progrès, nous constatons que la participation dans la chaîne de valeur a eu des résultats mixtes en matière d'égalité de genre, des compétences améliorées des travailleurs dans certains domaines et dans certaines écoles plus traditionnelles pour avoir une efficacité de la productivité dans la chaîne de valeur. Les décideurs politiques reconnaissent que l'augmentation des revenus dans l'entrepreneuriat est importante parce que il peut y avoir un appui pour les communautés et les ménages. En dépit des progrès, il y a encore des défis à relever. Les femmes ont un fardeau plus lourd à porter que les hommes en ce qui concerne les différentes formes de la malnutrition. Et la croissance des revenus à elle seule ne peut pas résoudre le problème de la malnutrition. Cela peut d'ailleurs créer d'autres problèmes tels que l'obésité et le surpoids. Le défi du point de vue de la nutrition, c'est comment améliorer de façon durable la qualité des régimes alimentaires et les comportements nutritionnels. Le débat sur la nutrition dans les pays en développement montre un intérêt croissant du secteur privé pour contribuer à améliorer les résultats. De nombreuses discussions intègrent le cadre de chaîne de valeur depuis les années 90. Les approches de chaîne de valeur représentent un cadre efficace pour évaluer les questions de genre et de nutrition et permet de comprendre les liens entre chaîne de valeur, environnement commercial et nutrition en ce qui concerne les populations cibles. Donc, c'est votre chance maintenant, avant qu'on commence, un petit sondage. Je vais vous demander de répondre à deux questions. Donc, vous avez vos pancartes en face de vous. Je vous demande de voter en les levant. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, ne levez pas votre pancarte. Et vous ne pouvez pas
voter pour les deux réponses. Il faut voter d'une façon ou d'une autre. Première question que j'adresse à tous. Quelle est la meilleure stratégie pour rapidement fermer les écarts d'égalité? Est-ce qu'il s'agit d'investir massivement dans les chaînes de valeur, faire le lien entre les petits agriculteurs, ou bien est-ce qu'il faut, petit b, le faire, mais investir davantage dans les chaînes de valeur où les femmes sont le plus grand acteur? Donc pour commencer, ceux d'entre vous qui pensent qu'on devrait avoir une approche centrée sur le genre dans la chaîne de valeur, il faudrait investir massivement dans les chaînes de valeur. Est-ce que vous pensez que cela permettra de combler le fossé en ce qui concerne les écarts d'égalité? Levez votre pancarte si c'est le cas. Excellent. Donc, si la question c'est juste d'investir dans la chaîne de valeur et on obtiendra des résultats, levez la pancarte. Bien. Donc, pour ceux qui pensent que maintenant qu'il faut vraiment cibler les investissements dans la chaîne de valeur quand les femmes sont l'acteur principal, levez la pancarte. Je suis ravie de constater que vous êtes encore réveillés à cette heure de la journée. Alors, les intervenants nous disent qu'il faut vraiment cibler nos investissements dans les chaînes de valeur où les femmes sont des acteurs prominents. Donc, encore une question, je vous en prie. Est-ce que l'augmentation des revenus à elle seule dans les chaînes de valeur peut régler la malnutrition ou est-ce que l'on doit en faire davantage? Est-ce qu'on doit faire plus que s'intéresser à la croissance des revenus tout simplement? Donc ceux qui pensent que l'augmentation des revenus va régler la question de la malnutrition, levez votre pancarte. Bien. Pour ceux d'entre vous qui pensent que nous devons en faire davantage que simplement augmenter les revenus pour régler le problème de la malnutrition dans la chaîne de valeur, levez la pancarte. Bien. Donc à nouveau, à mes intervenants, nous devons en faire davantage que la simple augmentation des revenus pour améliorer la chaîne de valeur. Alors, je me tourne maintenant vers nos intervenants. Merci au public qui a bien participé jusqu'ici. Tout le monde a une note excellente. Je vais peut-être commencer par une annonce un peu provocante. En dépit des savoirs plus importants, la collaboration dans les chaînes de valeur ne répond pas forcément aux besoins et aux priorités des femmes. Et donc, il y a une poursuite des écarts d'inégalité et de déséquilibre dans la chaîne de valeur. Et les collaborations dans la chaîne de valeur ne profitent pas aux petits exploitants et ne permettent pas d'améliorer les revenus en matière de nutrition. Donc je voudrais savoir ce que vous répondez à cela, en plus de ce que vous avez entendu lors du vote dans la salle. Katrina, nous commençons donc avec vous. Vous représentez le point de vue du secteur privé, évidemment. Donc quel est votre point de vue sur ce que vous venez d'entendre ? Bien, merci. Et merci au FIDA de m'avoir invité. Je représente le secteur privé. C'est un moment très intéressant pour le secteur privé ici au sein du FIDA. Il y a de nombreuses possibilités qui s'ouvrent. Avant de répondre à cette question, je voudrais simplement expliquer rapidement ce que nous faisons. Moi, je représente le groupe Tetra Laval Food. Donc, nous avons Tetra Pak notamment dans ce groupe et Laval. Nous représentons donc la chaîne de valeur du lait. C'est le lait qui est au cœur de nos activités. Je représente donc Food for Development. Donc, nous apportons une assistance technique pour le développement des chaînes de valeur. Nous le faisons principalement dans 3 domaines. Nous développons la production des petits exploitants. Nous aidons à développer des écoles liées au lait et à créer des marchés pour nos produits. Et nous facilitons également le développement des produits. On peut évidemment concevoir d'autres produits que le lait pour nos programmes d'alimentation. La technologie Tetra Pak a vraiment révolutionné la façon dont nous pouvons transporter et entreposer le lait. Nous avons cette technologie d'emballage donc.
Et donc, qu'est-ce que nous faisons en apportant une assistance technique dans la chaîne de valeur? Eh bien, je dirais que la plus grande contribution, c'est de faire le lien entre les petits agriculteurs et les marchés. Et pour répondre à votre question, je ne pense pas que ce soit toujours vrai pour donc les chaînes de valeur où nous travaillons. Ce n'est donc pas vrai dans les chaînes de valeur où nous travaillons. Nous apportons notre soutien. L'accent que nous mettons dans nos projets, c'est de voir la rentabilité pour les agriculteurs. L'objectif pour nous, c'est que les consommateurs soient impliqués dans nos projets et donc il faut qu'ils aient accès à plus et un meilleur relais. Donc on peut importer des poudres, on peut acheter de différentes exploitations, de grandes exploitations, on peut avoir accès à différentes ressources de lait des petits exploitants et c'est de cela qu'il s'agit dans notre projet. Donc avoir accès au lait des petits exploitants, nous avons un modèle opératoire pour cela. Même si on ne cible pas nos projets, de fait, les femmes sont impliquées dans la production de lait. Il y a des exemples concrets qui le démontrent. L'un de nos spécialistes sur le terrain qui mène des formations, de la vulgarisation, eh bien, il s'est rendu au Kenya récemment et il fait le lien avec le projet au Kenya depuis 18 mois. Et donc, il a vu ce que ça signifiait sur le terrain. Une fois que les femmes ont été formées pour alimenter les vaches, elles ont pu améliorer les rendements considérablement. Par exemple, Madame Mokina, elle avait 3 vaches qui produisaient 10 litres chacune lorsqu'elle a rejoint le projet. Et 18 mois après, elle avait 7 vaches qui produisaient 20 litres chacune. Cet argent supplémentaire lui a permis d'investir et d'avoir davantage de vaches et d'acheter même un autre véhicule. Il y a beaucoup d'exemples de ce type et ça, ce sont des bonnes affaires pour nous parce que ça signifie que les consommateurs ont accès à davantage de lait, un lait de meilleure qualité. Donc sur le long terme, c'est positif pour nous. Et puis, cela permet d'avoir un produit nutritionnel avec un fort apport nutritionnel sur le marché. On sait que le lait peut être endommagé rapidement, donc faire le lien entre les petits agriculteurs et les chaînes de valeur permet de réduire les pertes et permet d'offrir des produits laitiers sûrs et abordables sur le marché. Donc ce lait, ce ne sont pas seulement les agriculteurs qui ont leurs propres vaches qui peuvent le consommer, mais tous les consommateurs. Nous avons de nombreux projets de ce type et cela n'a pas de répercussion pour nos consommateurs. Évidemment, nos ressources sont limitées. Nous sommes ici, nous cherchons des partenaires. Évidemment, nous avons déjà des partenaires comme l'Agence de développement suédoise. Nous intéressons à d'autres partenariats avec les organismes des Nations Unies. Donc pour nous, pouvoir reproduire à plus grande échelle ce type de programme nous intéresse, mais on a besoin pour cela de partenaires, même s'il y a des projets que nous menons seuls. Merci. Dans une minute, je vous poserai des questions, on ira peut-être un peu plus loin, mais je vais peut-être maintenant passer à votre voisine. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit et des commentaires de la salle? Eh bien, je crois que lorsque l'on parle de la chaîne de valeur et de l'impact sur la nutrition en particulier, il faut voir de quelle chaîne de valeur on parle, de quelle marchandises est-ce que l'on parle. Nous, à l'ICBA, nous travaillons dans des environnements marginalisés, donc on parle des espèces négligées, sous-utilisées, et ce ne sont pas des denrées de base. Donc quand on s'intéresse à ce type d'espèces comme la quinoa, le sorgho par exemple, eh bien on se rend compte tout d'abord que ce sont des produits qui ont un apport nutritionnel plus important que d'autres. Mais la chaîne de valeur pour ces produits n'existe pas. Donc,
Lorsque l'on traite cette question de la chaîne de valeur, lorsque l'on développe la chaîne de valeur pour ces produits, on améliore la nutrition d'une grande part de la population. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, cela permet aussi de lutter contre le changement climatique parce que la plupart de ces cultures sont bien plus résilientes. On parle de cultures résistantes, intelligentes face au climat. Donc, si au point de départ, on n'a pas la bonne culture, on n'améliore pas la situation. Ensuite, si on a un produit alimentaire de base, souvent, il doit être enrichi en vitamine A, en fer, par exemple. Donc, c'est mon commentaire rapide sur cette question. Sur la question du genre, si on veut une chaîne de valeur qui tient compte du genre, eh bien, il faut penser au rôle des femmes dans cette chaîne de valeur. Donc, de par l'histoire, est-ce que nous le savons, nous avons beaucoup de femmes au sein de la main-d'œuvre. Eh bien, on se rend compte que souvent, les femmes ont des travaux très laborieux, peu de prestige, elles préparent les semences, elles font la plus grande part de la récolte, nettoyage des semences. Et ensuite, elles font des travaux hors exploitation ou des travaux... elles font moins les travaux mécanisés. Donc, il faut essayer de simplifier les choses pour les femmes. Il faut trouver des technologies pour aider ces femmes à passer moins de temps dans leurs activités. On a de très nombreux exemples pour cela dans toutes les régions du monde. Merci. Jessica, peut-être vous souhaitez ajouter quelques commentaires ? Oui, je dirais que l'on doit effectivement penser aux chaînes de valeur qui tiennent compte du genre. L'augmentation des revenus est importante pour un développement durable. Il faut des améliorations pour la nutrition. Donc, dans les 5 arguments pour investir dans les femmes, dans la chaîne de valeur, il y a d'abord la question de l'efficacité. Les femmes sont vraiment centrales dans la question de l'agriculture. Elles jouent un rôle essentiel. Et nous le savons tous, de nombreuses femmes sont des petits exploitants dans le monde. Les petits exploitants produisent encore 56 à 81% des nutriments essentiels, des micronutriments essentiels pour la nutrition. Et l'année dernière, on a bien montré à quel point, des études ont bien montré à quel point les petits exploitants étaient essentiels. Ensuite, il y a la question de la justice sociale. Il y a vraiment des inégalités fortes dans le monde, dans différents secteurs, entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est l'un des plus grands défis qui se posent. Ensuite, la réduction de la pauvreté est un autre argument. Incitation économique, nutrition. Livre-prix, il a indiqué, il y a 25 ans, on a vu que l'augmentation de $10 des revenus des femmes permettait la même amélioration sur la nutrition et la santé des enfants qu'une augmentation de $110 pour un homme. Donc, si vous apportez simplement un peu plus d'espèces à une femme, eh bien, vous verrez une amélioration pour ses enfants et pour sa famille. Donc, on a des bons exemples là de l'intérêt d'investir pour les femmes. Les femmes qui produisent des produits alimentaires sont très importantes. Elles ont beaucoup de rôles à jouer. Elles sont des acteurs de la chaîne de valeur en amont. Elles peuvent travailler dans la transformation, dans l'emballage. Elles peuvent avoir leur propre entreprise. Donc, je crois qu'on doit commencer à penser aux femmes différemment. Elles ne sont pas que au niveau de la production, mais elles peuvent également se retrouver dans d'autres segments de la chaîne de valeur. Il faut davantage que l'augmentation des revenus dans les pays pour une amélioration de la nutrition. On l'a déjà constaté et on l'a vu dans cette salle également. Il y a différents défis qui se posent, le changement climatique également,
les différentes formes de malnutrition dans le monde et les capitaux pour les femmes. Et le fait que cette salle soit à moitié vide est très décourageant pour moi. En tant qu'universitaire, moi je peux être politiquement incorrecte. Il faut investir dans la nutrition. L'augmentation des revenus ne suffit pas à elle seule. Les pays à haut revenu sont ceux qui connaissent aussi les problèmes de malnutrition les plus importants. L'obésité, on le voit en Inde avec une croissance considérable, eh bien, il y a encore là-bas le double, le triple fardeau de la malnutrition. Donc l'augmentation des revenus à elle seule ne suffira pas. Nous avons besoin de différents secteurs qui participent de concert pour améliorer les systèmes, améliorer la protection sociale notamment. Mais les chaînes de valeur et l'augmentation des revenus pour les femmes peuvent représenter un point important. On peut améliorer la nutrition aussi par le biais des revenus. Et on le voit au niveau national, quand on veut améliorer l'éducation et les revenus des femmes, il y a des répercussions sur l'éducation et sur la diversité alimentaire. Ensuite, on a aussi l'indice d'autonomisation des femmes. Les initiatives d'autonomisation des femmes permettent d'améliorer les revenus, d'améliorer la nutrition et des questions d'égalité et de capitaux dans l'agriculture. Et on voit vraiment des résultats. Si on améliore les conditions des femmes, si on les autonomise, on voit des progrès dans leur prise de décision, dans leur capacité de faire évoluer leur choix de production vers d'autres cultures, d'améliorer leur propre santé et revenus. Et on voit aussi des répercussions grâce à l'autonomisation, aux initiatives de l'autonomisation des femmes dans la question du retard de croissance des enfants. On en a déjà parlé. Donc, on ne peut pas dire que les revenus, l'augmentation des revenus, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner, mais il faut vraiment bien l'orienter parce que on sait que les cultures commerciales dans de nombreux pays sont entre les mains des hommes. Et si on ne crée pas un marché pour les femmes, les produits laitiers sont un exemple de culture commerciale, eh bien, ce sera très difficile de sortir du piège de la pauvreté. Dernier élément, quand on parle d'augmentation des revenus, il faut qu'il y ait un marché pour les acteurs de la chaîne de valeur parce qu'au bout du compte, on peut dire produisez des aliments nutritifs, des fruits, des légumes et on améliorera la nutrition dans le monde. Mais si vous dites cela, les agriculteurs vont regarder et vont vous dire mais de quoi parlez-vous? Il n'y a pas de marché pour cela. Il y a un marché pour le maïs, pour le riz. Donc on doit aussi penser tous à notre niveau à changer la demande. La demande peut façonner l'offre. Si les consommateurs demandent des aliments qui ne sont pas sains ou des céréales de base ou certaines huiles, eh bien, c'est ce que la chaîne de valeur va nous offrir. Donc, nous devons également faire évoluer la demande vers des produits nutritionnels, des produits sains. C'est compliqué, mais c'est possible. Les consommateurs peuvent changer leur comportement. Ils le font considérablement et assez rapidement. Donc nous devons nous intéresser à la chaîne de valeur du côté de l'offre, mais aussi du côté de la demande. Merci. Katharina, je reviens vers vous. Est-ce que vous pouvez rebondir à ce qui vient d'être dit par vos voisines sur la nutrition, sur le genre et les chaînes de valeur qui nous indiquent qu'il y a des choses positives que l'on peut faire. On a commencé aussi à parler vous nous avez parlé de projets dans votre secteur et vous l'avez indiqué, la plupart de vos bénéficiaires sont des femmes. Donc maintenant que vous avez entendu les autres commentaires du point de vue de Tetra Laval, est-ce que vous voyez un avantage pour votre entreprise à investir davantage de temps et de ressources à combler l'écart entre les sexes? Est-ce que vous pensez aussi que vous pourriez en faire davantage pour cibler les deux questions genre et nutrition? Évidemment, on fait davantage et on essaye d'améliorer les choses. Nous sommes spécialistes dans la chaîne de valeur du lait, c'est ce que nous avons à mettre en avant.
Mais étant donné que nous travaillons avec des partenaires, souvent ils ont l'expertise dont nous ne disposons pas. Et donc, nous allons développer ce concept. C'est quelque chose qui est en cours, qui est dynamique. Et je voudrais rebondir à ce que Jessica a dit sur la demande, parce que la question, c'est qu'un marché existe pour écouler vos produits. Donc ça, c'est un point qui nous intéresse, qui nous préoccupe beaucoup. On ne peut pas lancer nos projets jusqu'à ce que l'on soit sûr que les consommateurs aient besoin de ce produit. On peut évidemment altérer la demande des consommateurs en ce qui concerne le lait, des produits nutritionnels. Eh bien, il s'agit alors de mettre en place davantage d'informations. Il faut savoir quel est le lait qu'on doit consommer, qu'est-ce qui est sûr. Il y a des produits laitiers qui ne sont pas bien transformés, qui ne sont pas sûrs. Donc il faut créer une demande pour des produits nutritionnels, notamment pour les enfants. En ce qui concerne le lait, en ce sens, le gouvernement peut faire beaucoup. Il faut promouvoir un lait local des petits agriculteurs pour les écoles. Là, on pourra faire le lien entre nutrition et développement des petits agriculteurs. Et puis, on a parlé des technologies pour les femmes. Alors, effectivement, mais ce qu'il faut voir, c'est que les femmes ont surtout besoin de compétences, de savoir. Comme je disais tout à l'heure, on avait cet exemple d'une femme qui avait ses vaches, des vaches locales, et si une femme ne sait pas comment s'y prendre avec une vache locale, eh bien comment faire avec des vaches plus haut rendement. Évidemment, les technologies sont intéressantes, mais il ne faut pas non plus surestimer leur rôle. Sur la question de l'innovation, c'est aussi important que la technologie. Ce qui compte, c'est de voir le mode opératoire, comment est-ce que l'on produit, on commercialise, et comment est-ce que l'on peut arriver au meilleur résultat. Isman, quelques questions qui s'adressent à vous. Donc, les femmes représentent 47% de la main-d'œuvre agricole. On a déjà entendu quel était leur rôle. Donc, dans la chaîne de valeur, elles ont différentes difficultés, manque de temps, accès limité aux technologies, à l'expertise, au financement, etc. Donc peut-être que du point de vue de l'ICBA, vous pourriez nous parler des innovations que vous avez essayé de mettre en place pour creuser l'écart qui existe. Deuxième partie de ma question, d'après le rapport récent de Davos, la technologie pourrait élargir encore l'écart. Donc comment éviter cela? Donc on l'a bien vu, la technologie n'est pas la panacée. Oui, je ne peux pas être plus d'accord. La technologie n'est pas la seule composante. C'est une composante importante quand on va dans les pays du Sud, mais l'accès aux informations est aussi important, l'accès au financement. Quand on parle d'accès aux informations, par exemple, pendant longtemps, le travail de vulgarisation se faisait par des hommes et donc ils avaient peut-être des difficultés à avoir accès aux femmes. Et donc si on change cette dynamique pour le travail de vulgarisation, eh bien on peut avoir une évolution positive pour les femmes. En ce qui concerne la petite irrigation en Afrique, on avait un projet dans 4 pays, Mali, Burkina Faso, Niger et Sénégal, financé par OFID et la Banque islamique de développement. On s'est rendu compte que la plupart des femmes dans ce projet avaient une petite parcelle où généralement elles faisaient pousser des légumes et souvent en dehors de la saison. Donc ces femmes consacrent beaucoup de temps à la corvée de l'eau pour leur parcelle de 20 mètres sur 20 mètres. Grâce
à un nouveau système et à des pompes solaires, l'impact sur les moyens d'existence de ces femmes, on parle de 90 femmes au Mali par exemple, eh bien, on a vraiment vu que ça faisait la différence dans leur vie. Ces femmes ont gagné beaucoup de temps pour se consacrer à d'autres tâches. Et donc, souvent, elles peuvent mettre en place une autre activité qui génère des revenus. Elles peuvent s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Elles peuvent consacrer plus de temps à cuisiner correctement. Et donc, Jessica a parlé de la demande tout à l'heure. Eh bien, les femmes, bien souvent, ne voient pas quel est leur pouvoir. Ce sont bien souvent les femmes qui décident ce que l'on mange dans les villes et dans les campagnes. Donc, les femmes ont ce pouvoir, pas seulement au sein de la main-d'œuvre, mais aussi en tant que consommateurs. Les femmes peuvent faire une grande différence en termes de nutrition. Donc la question qui se pose, c'est la sensibilisation. Et grâce à la sensibilisation, on arrive à un changement qui est utile pour toute la famille. Sur la deuxième question, sur le rapport Davos, sur la technologie qui pourrait renforcer l'écart en matière d'égalité des sexes, je pense que c'est vrai, mais je crois qu'on parle surtout des technologies de haut niveau parce que là, effectivement, il y a davantage de représentation des hommes que des femmes, et ça c'est vrai dans les pays du Sud et dans les pays du Nord. À l'âge de 15 ans, la plupart des hommes ont plus de compétences en sciences, en mathématiques, c'est une réalité malheureusement, donc il faut se pencher sur nos systèmes d'éducation et voir ces chiffres. Si vous regardez les chaînes de valeur de base où il y a moins d'emplois avec des technologies de pointe, eh bien ce n'est pas aussi vrai. On nous dit que 57% des emplois vont évoluer d'ici à 2026 et on voit que les femmes vont occuper un rôle plus important en Inde et en Indonésie. On voit qu'on a presque autant de femmes que d'hommes qui obtiennent des diplômes en ce qui concerne les technologies. Donc il faut peut-être se tourner vers l'Est parce que la plupart des changements viennent de l'Est sur ce point, étant donné que l'Asie est un continent agricole. Son industrialisation est élevée, donc la plupart des chaînes de valeur, je l'espère, auront un impact positif sur les femmes, sur ce continent. Et la nutrition doit également être améliorée et on peut prendre des exemples de l'Asie. Merci. Merci beaucoup. Il y a eu des petits points de provoque dans la salle, dans le panel au sein des conférenciers. La salle n'est pas très pleine, mais quand même, alors j'ai un regard balayant nord, sud, est, ouest. On va voir si vous reprenez ces balles au bon, si vous réagissez à ces provocations. Le prisme féminin sur la chaîne de valeur. Qu'est-ce qui explique le rôle de la femme par rapport à celui de l'homme? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle fait en plus? Qu'est-ce qu'elle fait de différent? Et ensuite, le renforcement de la production, le renforcement des aliments nutritionnels et ce problème que souvent les produits les plus populaires, les plus répandus et les plus meilleurs marchés sont ceux qui sont le moins riches en nutriments. Les différents rôles des gens, hommes, femmes, etc. J'en ai déjà parlé. Il s'agit d'impliquer les femmes tout au long de la chaîne de valeur, pas seulement juste à la porte de l'exploitation. Je voudrais revenir sur une idée que vous avez énoncée tout à l'heure. Et là, on n'est pas simplement dans la technologie, il s'agit aussi de formation. Il y a un document fantastique, je parle tout le temps de documents, des collègues du MIT. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait un outil, un élément, une valeur ajoutée de production, un avantage comparatif dans chaque exploitation. Et souvent, les gens prennent les poulets ou les chèvres.
Ce qui est important, c'est de voir que certains prennent cet intrant, cet élément positif, et d'autres pas. Et se produit ou ne se produit pas la chaîne d'expérience, enrichissement, conseil, etc. Ce qui fait une sacrée différence. Lorsque plusieurs années après, on jette un regard rétrospectif, après plusieurs années de ce type d'appui, et que on se projette aussi sur les 2 années qui suivent la fin du projet, on voit que même si le projet est terminé 2 ou 3 ans après, le rôle des femmes s'est considérablement affermi. Elles ont plus d'autorité, elles sont plus respectées, elles savent quoi faire, elles ont pris un poids comme personnage, comme chef d'exploitation d'entreprise. Ce qui veut dire aussi davantage de revenus pour le foyer ou pour l'exploitation. Donc c'est intéressant de voir non seulement l'intrant à proprement parler, l'argent produit, les bénéfices, mais de voir une technique, un savoir-faire, et une habitude qui s'est mise en place et qui est là et qui reste. Et on a travaillé sur une vingtaine de milliers de foyers dans cette enquête. Les plantes, les végétaux qui rapportent beaucoup mais qui ne sont pas très riches en nutriments. C'est pas toujours le cas. Vous savez, il y en a qui sont bon marché, qui se produisent bien, qui se vendent très bien, etc. et qui ont une bonne valeur nutritive. Des produits de l'horticulture, par exemple, certaines huiles. Mais enfin bon. Ça nous ramène toujours à la question à 1 000 €. Quid du marché? Que demande le marché? Et si vous parlez à un agriculteur de subsistance qui est pauvre et que vous lui dites mais les œufs que vous produisez, ben gardez-les, mangez-les, etc. On ne peut pas se permettre de dire une chose pareille. Et à un exploitant, vous voyez, c'est souvent des situations difficiles et des jeux de donnant-donnant où il n'y a pas de donnant, il y a un donnant, un perdant. Et donc, vous voyez, cette question, on a vu cette question des nutriments, de produits très populaires et qui se vendent très bien, qui ne sont pas très nutritifs. Il y a des enrichisseurs, des produits enrichis. On a vu ça en Ouganda, on a vu ça au Mozambique. On enrichit certaines plantes. Et cela marche, mais maintenant on se pose toujours l'éternelle question du marché. J'ai pas de solution à proposer. Il faut un débouché pour les produits. Donc le marché encore et toujours, oui. Donc très rapidement, avant de m'adresser à la salle, est-ce que vous auriez des remarques rapides à nous faire? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Katharina? Un petit peu plus de détails, oui. Le marché encore et toujours, oui. N'oublions pas. Parce que là, on parle de petits exploitants. Mais il faut penser aussi aux autres producteurs qui ne seront pas à petite échelle, par exemple. Les choses marchent mieux souvent s'il y a fédération et si les petits exploitants se groupent ou entrent dans une coopérative ou sont en lien ou un lien avec une entreprise de l'agro-industriel qui va utiliser leurs produits. On parlait du privé, des activités de base. Là, oui, c'est quelque chose sur quoi il faut revenir lorsque l'on parle de partenariat avec les Nations Unies, à l'extérieur. Oui, il faut voir quelles sont les activités fondamentales. Et nous pensons les faire tourner à plein pour justement impliquer les petits producteurs. Ça aussi, ça me semble très important. Merci, Isman. J'allais parler de toutes ces questions. La nutrition est devenue très importante, mais malheureusement, la nutrition, elle est devenue trop chère. Les prix sont trop élevés et souvent les bons produits, il n'y a que une tranche privilégiée qui peuvent s'approvisionner, qui peuvent acheter du quinoa.
C'est dommage, parce que, voyez, vous avez ce type de produit qui a 40% de plus de teneur en fer que le blé normal. Mais ce produit a le vent en poupe, avec avec cette mode. Et la quinoa est en train de devenir de produit traditionnel à un produit de luxe. Et vous voyez, il y a tellement d'intérêt que les prix sont montés en flèche et que les paysans n'y ont plus accès. C'est pourquoi le travail de prise de conscience est extrêmement important. Ces produits doivent garder une certaine place sur le marché pour que l'on soit sûr que le petit producteur ou que le petit paysan peuvent encore se l'acheter et s'en nourrir. New crops that are very nutritious, we make this towards the market. Il est important ici de ne pas spolier d'un produit traditionnel son propre producteur. À cause du succès de ce produit, du succès tout à fait fondé. Enfin, un dernier élément. Comment faire pour tirer un maximum de la nutrition tout au long de la chaîne de valeur et production et le devenir du produit après qu'il est sorti de l'exploitation agricole, conditionnement, transformation, mise sur le marché. Et il faut garder sa place de rentabilité aussi au produit tout au long de la chaîne. Valeur ajoutée pour les femmes, on en a parlé tout à l'heure, comment améliorer leur sort. Donc des chaînes de valeur sensibles à la cause de la femme, sensibles à la cause de la nutrition. Ce qui va vouloir dire aussi des investissements ciblés, intelligents, pertinents, que les femmes savent où intervenir, pensant plus loin que demain matin. Exploration donc des différents maillons, en particulier ceux qui sont au milieu de la chaîne de valeur. Femmes, travailleurs, acteurs de la chaîne, par exemple, ceux qui prennent des décisions, vers quelles usines où allons-nous, vers quel secteur allons-nous envoyer ce produit, comment va-t-il être transformé, par qui, selon quelle méthode. Donc les femmes, on voit des femmes qui travaillent sur les exploitations, s'en occupent. Il faut tenir compte du facteur temps, du facteur travail. Elles se débattent devant des difficultés d'horaire écrasants, de technologie aussi. Donc, il faut voir la différence homme-femme au plan de la biologie déjà, au plan de la nutrition, ce que doit manger la femme, comment elle doit manger, ses rythmes, etc. Il faut penser différemment. Il faut penser aussi aux emplois généralement assurés par les femmes qui sont extrêmement gourmands en heures de travail et épuisants. Merci. Alors je vais me tourner vers la salle. Merci au ministre qui a donné le coup d'envoi. Ce que fait un ministère, par exemple, au plan de la chaîne de valeur, les projets que le ministère lance, entre autres idées. Bon, avec tous les grands défis qui sont les nôtres. Déjà, celui d'une chaîne de valeur et d'une nutrition intelligente quant au sort de la femme et à l'implication de la femme. Je vous pose la question, curieux de savoir ce que vous nous en dites. Je vous donne la parole, je vous demande d'être très conscient du temps, quelques minutes de temps de parole, pas plus, allez droit au but, répondez à la question, pas de hors-sujet s'il vous plaît. Et veuillez aussi avoir la gentillesse de vous présenter, dire qui vous êtes et de quel pays vous venez. Je suis suivi par une réputation, de médiateur méchant. Paf, je fais tomber le couperet et je vous coupe le sifflet. Je coupe la parole, vous savez. Donc, s'il vous plaît, soyez disciplinés, levez la pancarte, votre pancarte, que l'on vous voit. Je vous donne la parole et comme je vous l'ai donnée, je la retirerai. Là, du coup, tout le monde est inhibé, personne ne demande la parole. Please, Kenya.
Thank you. Kenya, allez-y. Merci infiniment. À vous la parole. Je vous remercie. Au nom de ma délégation, gouvernement du Kenya, merci infiniment de l'invitation à ce débat. L'agroalimentaire, au plan de la campagne locale, est une question de taille qui nous tient à cœur. Actuellement, notre gouvernement a le programme Les quatre grands, ou les grands quatre, The Big Four. Nutrition, alimentation, sécurité, soins de santé, logement à prix raisonnable. Parmi ces quatre grands axes. Je vais parler ici d'un exemple, le donner en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Depuis longtemps, nous nous nourrissons, nous avons comme nourriture de base le maïs avec tout un jeu de concurrence. Le gouvernement essaye de diversifier maintenant avec un programme de mélange maïs plus autres céréales. C'est une approche double. Réduire le jeu de la concurrence terrible sur le maïs et diversifier tout en améliorant la valeur nutritionnelle du mélange et des farines mélangées. Donc tout au long de la chaîne, là, le gouvernement ouvre des portes au privé qui va pouvoir entamer des partenariats, qui va pouvoir investir aux côtés du gouvernement. Le gouvernement doit donner des bases solides, un environnement porteur. Déjà, en parallèle, nous venons de terminer la stratégie croissance pour la transformation du secteur agricole. L'idée, on est de transformer notre secteur agricole avec une cartographie qui couvre tout le pays et organise des blocs économiques avec et à partir de l'avantage comparatif de chacun de ces blocs. Bref, dans notre stratégie, le gouvernement essaye de mettre d'aplomb les structures adaptées à la croissance de son agro-industriel local. Infrastructure, rôle, chaîne du froid, installation de réfrigération pour le lait et pour d'autres produits encore. Bref, un environnement porteur, ça veut dire aussi recherche et innovation. Que l'agriculture devienne une activité entrepreneuriale et économique qui marche. Parce que l'agriculture, c'est une activité commerciale, une activité qui doit être rémunératrice. Pour ce faire, il faut des infrastructures solides. Et avec cette stratégie, nous ouvrons au privé parce que c'est dans le privé qu'on trouve les tout petits acteurs. On ne veut pas qu'ils soient laissés pour compte. Nous voulons que ces petits exploitants soient des acteurs à proprement parler et nous voulons aussi rendre le secteur de l'agriculture séduisant pour la jeunesse. Et il y a la dimension TIC, les techniques de la communication. J'ai fini. Bon, avant que vous ne me coupiez la parole, je vais donner un dernier exemple. Le gouvernement, en ce moment, fait un travail de numérisation de toutes les données. Déjà, on enregistre, on fait une sorte de recensement des agriculteurs avec une colonne, quels sont leurs besoins, ce qui permet de réfléchir à une assistance ciblée, semences de qualité, engrais, fertilisants, insecticides, autre chose, avec un système de bons électroniques, les e-vouchers. Je suis désolée, madame, mais je vais devoir vous couper la parole. Bon, alors j'arrête, dit-elle en continuant. Non, madame, je vous interromps, mais j'ai une question à vous poser. Vous avez beaucoup parlé de la chaîne de valeur.
de ce que faisait le gouvernement. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur la dimension homme-femme, sur la dimension genre? Très brièvement, 3 mots, oui. Oui, le gouvernement s'attache à l'autonomisation. Nous avons un ministère qui s'en occupe exclusivement et qui travaille en cheville avec tous les autres ministères. Nous avons un bureau autonomisation de la femme, égalité et parité. Parce que le genre, ça ne se limite pas aux femmes, mais en fait, c'est les femmes dans les questions de genre qui sont les plus marginalisées. Donc le gouvernement travaille à cette autonomisation avec des fonds spécifiques pour les entreprises qui sont entre les mains de femmes et le gouvernement conçoit des politiques qui visent les femmes au premier chef. Merci beaucoup, madame. Vous voulez bien me montrer votre pancarte que je vois, vous la levez bien haut, que je vois. Qui demande la parole? Merci. Là-haut. Écoutez, le fait d'être direct et franc, ça ne vous dérange pas. Nous avons beaucoup parlé des petites entreprises agricoles. Je n'ai jamais entendu parler, nous ne parlons pas de produits à haute teneur nutritionnelle. On parle d'augmenter la productivité, d'augmenter les revenus. Ça, oui. On peut parler du genre aussi, de la femme, mais la valeur nutritionnelle, là, c'est une autre paire de manches. La nutrition, c'est pas simplement de l'agroalimentaire, ce n'est pas simplement des entreprises agricoles. Une bonne entreprise agricole qui marche bien peut créer un environnement porteur, certes, mais ce qu'il faut ici, c'est de voir comment jouer, comment tenir compte de la dimension ethnique. Chez nous, nous avons 50 groupes ethniques différents. Même si on change le profil de la nutrition, on ne va pas changer les habitudes alimentaires de ces peuples. Donc, il faut faire tout un travail de prise de conscience, d'éducation dès les écoles. Et ce sera une aide précieuse pour apprendre à la mère et à l'enfant à changer son type d'alimentation, à l'adapter. Voilà ce que je voulais dire de mon expérience. Le genre, l'agroalimentaire, l'entreprise agricole, certes, oui. La nutrition, c'est plus compliqué, c'est autre chose. C'est encore un peu le parent pauvre, parce qu'il s'agit de respecter le caractère, le profil ethnique, et il s'agit de changer des habitudes très profondément enracinées. Il ne s'agit pas simplement de penser vert, de penser fruits et légumes, riz, un petit peu de viande aussi, manger beaucoup de produits de la forêt qui sont considérés comme des aliments verts, comme des végétaux tout à fait intéressants. Par exemple, vous voyez, c'est pas quelque chose de simple et c'est encore moins quelque chose de rapide. Là, je vous parle de mon expérience. Excellente. Merci. La température de la salle est un peu montée. Effectivement. La nutrition n'est pas quelque chose qui est couvert uniquement par la chaîne de valeur. Vous avez tout à fait raison. Continuons. L'Angola, s'il vous plaît. L'Angola, la Gambie, puis je redonnerai la parole aux conférencières. Déjà? Oui, allez-y. Oui. Nous voudrions commencer par des félicitations aux conférencières de leur vision présentée sur ces questions d'agroalimentaire et autres. Ah, il faut que je parle espagnol, là, bon. La vision de l'agro-entreprise, le programme du genre et de la nutrition sont des questions extrêmement importantes. Je suis tout à fait d'accord avec mon préopinant. Il y a des choses qui dépendent très largement de la situation particulière à chaque pays, à chaque région, chaque coin dans le pays. Il n'y a pas de panacée possible. Ça ne marchera jamais, c'est pas possible. Par exemple, l'Afrique
a ses spécificités. L'Amérique latine également, l'Asie aussi. Et finalement, les problèmes, on les présente, on les décrit, mais dans la pratique, ils sont assez différents. Chaque région a vraiment sa particularité. Par exemple, la question de l'égalité homme-femme, le genre. Il y aura beaucoup de participation sur ces questions de genre tout au long de la chaîne de valeur pour tout ce qui est activité de production. Par exemple, enfin, je ne veux pas parler de toute l'Afrique, je veux parler de mon pays, l'Angola. Nous avons travail très lourd, très vaste qui se fait au plan de l'éducation. Alphabétisation de la femme. L'éducation est incontournable pour la femme pour qu'elle puisse participer de plein droit et au plein de ses potentialités. Pour les questions de genre, pour les questions de nutrition, parce que si la femme n'est pas éduquée, ne sait pas comment les choses fonctionnent, elle peut faire, sans même se rendre compte, des choses excellentes chez elle, sans même se rendre compte, je l'aurais dit. Et c'est pour ça que chez nous, nous travaillons à l'éducation. Comment produire mieux, comment utiliser mieux ce que j'ai déjà pour améliorer la nutrition de la famille. Pour donner un exemple. Les conférencières nous ont parlé de l'importance de la technique, de la technologie, mais passe avant, je trouve, la connaissance. Je pense que tout cela compte beaucoup. La connaissance est fondamentale. Que les femmes et les agriculteurs sachent ce qu'ils font et comment le faire. Et c'est la formation, la bonne préparation aide à trouver du travail aussi, parce que si on adopte une technique, la technique après il faut l'adapter aux travailleurs qui l'utilisent. Si on a une technique de pointe, il faut que les gens soient préparés et sachent s'en servir, parce que sinon c'est un effort perdu. Et si on n'est pas formé à une technique, on ne va pas s'en servir. Le travail et le développement dépend effectivement de la base sur laquelle on parachute les données nouvelles, la base de connaissances. Merci beaucoup, monsieur. Et la Gambie, puis je redonnerai la parole à la tribune. Le temps nous talonne, il faut aller vite. Gambie, merci. La chaîne de valeur dans l'agroalimentaire et dans la petite exploitation agricole, c'est une innovation très importante. Mais, comme cela a été dit déjà par la personne qui m'a précédé au micro, il faut voir les disparités entre les régions, entre les pays, entre les groupes ethniques et autres et les individus. Tribal practices. For instance, if I want to make a reference to my country. Et il faut tenir compte aussi des différences de pratiques. Je pense à mon pays. Les femmes s'occupent de la culture et de la transformation de cultures de rendement. Les céréales, par exemple. Et la transformation du blé, c'est une tâche complexe et très difficile. Traditionnellement, la direction du travail, la division du travail reste, division bien sûr, mais reste entre les mains des femmes. Et déjà, c'est un travail très dur qui incombe à la femme, rien que pour nourrir sa famille. La référence du blé est importante parce qu'il faut le sélectionner, il faut le passer au tamis, il faut pas l'écosser, mais retirer l'écorce. Bref, il y a tout un travail, sans parler après de la mouture du moulinage, etc. Donc, ce programme chaîne de valeur encourage les exploitantes à transformer le produit, à savoir ce qui est attendu sur le marché pour mieux vendre ce produit. Bref, tout cela veut dire qu'il faut de l'assistance pour ces femmes. Leur donner la technique qui convient, qui est appropriée, qui va fonctionner, qui est accessible. Et nous voudrions ici partager ces idées
avec d'autres organisations qui pourraient nous prêter assistance. Ce n'est peut-être pas la tribune idoine pour ce faire, mais je voulais quand même en parler. Les femmes de la Gambie sont de grosses travailleuses. Mais il faut les aider, il faut les soutenir au sein même de leur communauté pour permettre d'utiliser à plein leurs capacités et de satisfaire à leurs obligations tant familiales que nationales. Déjà, la transformation du produit, la vente du produit constitue un travail énorme. Et si on arrive à les aider sur ce segment de la chaîne, ce serait formidable. Pour les femmes et pour la cause de l'égalité et de la promotion de l'autonomisation de la femme. Ça réduirait les pertes de post-récolte, améliorerait les niveaux de nutrition. Ce serait d'une aide précieuse. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je suis obligée de vous interrompre. J'en suis désolée. Je vais rapidement me tourner vers nos oratrices, nos conférencières. Une petite minute de commentaires à propos de ce que vous venez d'entendre avec en particulier la nutrition et l'agro-business. Loudest, I think this is really the key, increasing productivity and J'ai écouté, tout ceci est intéressant pour tout le monde, pour les femmes et pour les agriculteurs. Et effectivement, il faut faire ce lien avec la chaîne de valeur. Et je voudrais parler de cela à propos de la formation et de l'éducation. Mais il faut toucher les personnes, les bonnes personnes. Il faut s'adresser aux gens qui sont les bons. Il faut être sûr que ceux à qui on dispense une formation ont effectivement besoin de cette formation. Par exemple, le bétail. Par exemple, c'est la femme qui s'occupe des bêtes qui va devoir recevoir la formation. Et pas son mari qui, ça se trouve, travaille dans un bureau à la ville. Cela veut dire être précis et savoir choisir et cibler si on veut vraiment apporter quelque chose aux femmes. Je suis absolument d'accord. Il y a des différences énormes de pays à pays, mais au sein même d'un pays et des pays. C'est pourquoi beaucoup des technologies n'ont pas fonctionné en Afrique, parce qu'elles n'étaient pas adaptées. Et elles n'avaient pas été adaptées aux besoins et aux attentes. Donc ici, par exemple, cette initiative kenyane du mélange des céréales, c'était extrêmement intéressant. Il faut penser à ces mélanges de céréales si on veut améliorer la valeur nutritive. Nous avons toutes ces plantes en Afrique, mais depuis peut-être 50 ans, l'Afrique s'est centrée sur le riz et le maïs. Et je crois que l'une des manières les plus simples d'arriver à enrichir en micronutriments le repas quotidien, c'est de jouer de la carte du mélange. Or, on n'en parle pas beaucoup. Et en plus, ça marche très bien parce que au plan du goût, ça se remarque pas beaucoup, ça ne dérange pas les gens dans leurs habitudes alimentaires. C'est très intéressant. Merci. Dûment pris note par ce qui a été dit par la République Lao. Je pense que nous avons des points très importants ici pour améliorer la valeur économique et la valeur nutritionnelle, fermentation, reformulation, filtrage, pour améliorer la valeur du produit, pour et renforcer la valeur nutritive. Cette initiative à Santisana avec les farines mélangées du Kenya, c'est très important. Il y a différents cas. Il y a des éléments de production comme maillon de la chaîne qui sont pas très nutritifs, mais qui sont des produits importants. Et il y a des chaînes de valeur sensibles et intelligentes quant à la femme, quant au climat, quant à l'enfant, etc., qui doivent être exploitées. Mais vous avez tout à fait raison, l'ethnicité est très importante. On ne peut pas lancer un produit sur le marché, des produits sur le marché en disant et maintenant adieu VAT, c'est au consommateur de savoir et de choisir. Non, il faut suivre cette dimension tout au long de la chaîne de valeur et aider le consommateur à faire le bon choix.
On ne peut pas non plus se limiter aux consommateurs et espérer qu'ils vont faire le bon choix parce que ça n'a pas fonctionné dans de nombreux autres secteurs comme par exemple pour ce qui est de fumer des cigarettes. Donc je suis d'accord en tout cas que la culture et la tradition sont très importantes dans l'alimentation. Chaque pays a différentes caractéristiques. Les systèmes alimentaires sont tous bien distincts, des contextes distincts, mais il y a un point dans ce débat qui est commun, et c'est les femmes. On ne s'intéresse pas à la nutrition des femmes simplement pour qu'elles aient des bébés en bonne santé. Il faut s'assurer que les femmes aient une bonne nutrition parce qu'on veut qu'elles aient de bons résultats nutritionnels pour leurs enfants, évidemment. Mais nous devons aussi penser que les femmes doivent avoir une bonne nutrition simplement parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles sont très importantes pour la société, pour que l'on puisse prospérer dans une ère de développement durable. Je veux juste qu'on garde cela à l'esprit. Il ne faut pas perdre de vue la valeur des femmes quand on parle de la question d'égalité des sexes des femmes et de nutrition maternelle. Merci. Et juste avant de conclure, je crois qu'on a une vidéo rapide. Est-ce qu'on peut la passer maintenant comme un exemple d'intégration de la question de genre et nutrition dans les chaînes de valeur? Est-ce que la vidéo est prête? Parfait. Ici, dans le sud-ouest du Sénégal, ces femmes récoltent le produit de leur potager. Mais il y a quelques années, elles n'étaient pas à même de cultiver quoi que ce soit du fait de la dégradation des sols et du manque d'eau et du changement climatique. La présidente l'indique. The soil became degraded and there was no more land to cultivate. We were going to move away, but now thanks to solar energy, we have enough water to develop our land. This solar energy is used to pump water from the wells, ensuring that the 65 women in Ours Cooperative have a steady supply for irrigation. This is part of a $30 million Cela fait partie d'un investissement concernant l'acidité des sols et d'un fonds pour le développement. En travaillant ainsi, les systèmes d'irrigation sont améliorés, la gestion de l'eau également, et les pratiques agricoles sont plus adéquates. Cela a un impact sur les communautés. Of good farming techniques that are more suitable to the changed climate. The project has helped improve soil fertility, which has led to an increase in productivity, permitting the community to improve their standard of living, their health, as well as their nutrition. One technique to adapt to the changing climate is to diversify. Pour s'adapter au changement climatique, il faut intensifier la production. Et il y a moins de risques de faire face à la famine si une des cultures n'est pas prospère. Maintenant, elles peuvent produire différents légumes. Elles ont aussi commencé l'élevage piscicole qui représente une source de protéines et un autre produit à vendre sur le marché. Pour profiter de leur rendement, les femmes ont également appris à transformer leurs propres produits alimentaires. Ainsi, elles peuvent gagner davantage et en même temps and were likely to rot. But by processing products like tomato sauce or jams, we were able to make a profit and create a fund to finance other activities. With this extra money, farmers stock and other foods. Avec ces fonds supplémentaires, d'autres produits alimentaires et produits d'élevage ont pu être acquis. Et Awa, qui est veuve depuis 5 ans, peut s'occuper de sa famille. To rebuild our house and buy sheep. Each woman in the group has at least 4 sheep, and some have bought oxen. This project has had a very... Ce projet a eu un impact très concret sur nos vies. In a nearby village, Dans un village voisin, la plupart des cultures aident les agriculteurs comme à Jandao à profiter pleinement de leurs ressources limitées.
Ici, on voit une variété de riz et les bonnes pratiques agricoles et technologies nous ont sauvés. Maintenant, nous avons moins de terres, de bonnes terres, mais nous avons des cycles plus courts, davantage de rendement et davantage de production. Awayaja font partie des plus de 32 000 familles qui ont amélioré leur nutrition, santé et revenus face à ces changements. Et ce qui est plus important encore, c'est qu'elles sont maintenant mieux à même de faire face à un avenir incertain et à faire face aux défis liés au changement climatique. Okay, so I think just to wrap up, firstly, pour résumer, conclure, je voudrais remercier le ministre pour sa contribution. Merci aux intervenants ici. Je crois que certains messages qui ont émané des conversations de ce matin, c'est l'importance des gouvernements. On a entendu l'exemple de l'Indonésie, on a aussi entendu l'exemple du Kenya, on a aussi entendu l'importance du secteur privé dans les chaînes de valeur. Et en particulier, on a vu que la question, ce n'était pas seulement les technologies et les chaînes de valeur. On a vu l'importance de la formation, de développer les compétences, etc. On a aussi parlé de l'importance du contexte et de la culture. Et pour résumer, je dirais qu'il y a beaucoup que l'on peut faire pour se concentrer sur les revenus, l'augmentation des revenus dans la chaîne de valeur. On peut aussi améliorer les écarts genre et nutrition, mais il faut aussi qu'il y ait une demande sur le marché pour une chaîne de valeur donnée pour avoir des résultats. Donc merci aux intervenants, merci Monsieur le ministre. Merci, chers délégués, mesdames et messieurs, pour le temps que vous avez pris. Nous allons applaudir le ministre et nos conférencières. Et avant de partir, j'invite maintenant Catherine Megan, conseillère juridique du FIDA, à venir ici pour modérer la prochaine session.